Rebonjour ou bonjour à tout le monde. Voilà, ravi de vous retrouver pour cet avant-dernier rendez-vous de la 11e édition du Festival Parole Indigo. Une semaine qui s'est déroulée tambour battant depuis mercredi, de rencontre en rencontre, de lieu en lieu. Et voilà venu le moment de célébrer la maison d'édition invitée, les éditions Rodbeau Creek. On est absolument ravis de pouvoir vous recevoir tous les trois aujourd'hui et en compagnie de deux personnes de qualité, comme on dit. Donc, Dolia Lenguema, libraire à Bruxelles, et Aminata Labor, artiste multiforme. Voilà. Donc, je suis certaine que les échanges qui vont suivre vont être passionnants. Et ce n'est qu'un début, on va avoir beaucoup de choses à se dire. Voilà, bonne rencontre à vous. Merci. Et dans la montagne, Crapaud, au fond de la boue du fossé, ne fait que dire « Attends voir ». Tandis que Singe, en haut de l'arbre, ne fait que dire « Non, ça passe ». Les choses passent pour Singe, voyez-vous, parce que la brise toujours passe sur son visage. Ainsi, Singe n'a pas tort, mais Crapaud non plus. Pas une question de bien ou de mal, en vérité. Crapaud est juste dans une position différente, au ras du sol, pile dans la chaleur. Et quoi qu'il arrive, il entend toujours pilonner. Alors, quand Singe dit que ça passe, Crapaud toujours coasse. Attends voir, ça arrive. Singe dit la brise passe. Crapaud dit attends voir. Singe dit la brise passe. Mais à vrai dire, la montagne est vraiment fraîche. Même Crapaud sent l'humidité. Mais d'un autre côté, il entend la chaleur. Il y a fort longtemps, les aventuriers écossais, venus bien après que les empreintes des Amérindiens furent effacées des sentiers, pensaient pouvoir sentir quelque chose de sinistre dans cet endroit. Le reste de l'île est chaud, brûlant, mais la montagne est fraîche, froide. Et les collines là-haut n'aimaient pas la canne à sucre. Et les Africains n'avaient peur ni des roncières, ni des coassements de grenouilles, ni des singes qui se balançaient très haut dans les airs, ni de tous ces bruits d'animaux étranges. Les aventuriers avaient essayé de modifier la magie du lieu en changeant son nom, ou plutôt en lui donnant un nom, puisqu'à leur arrivée, les Caribes n'étaient plus là, les Français étaient partis, et les Écossais ne lui connaissaient aucun nom. Ils l'appelèrent Arthur's Seat, comme un endroit qu'ils devaient connaître chez eux, et ça devint leur endroit. Mais pas bien longtemps, et jamais vraiment. Lorsque les gens d'Afrique, qu'ils appelaient esclaves, disparurent du domaine, la montagne les embrassa et les cacha, en dépit de la magie du nom. Ou peut-être les Africains savaient-ils mieux parler avec les esprits de cette terre appelée Camérogne par les Caribes, qui eux aussi portaient un autre nom. Vous entendez ça ? Camérogne, comme un mugissement, comme de la musique. Camérogne. Qui sait quelle et quoi ? Et comment savoir si on n'entend pas les voix dans le vent ? Si un mugissement peut vous effrayer au point de vous ratatiner et que la musique n'est pas vraiment ce que vous vous attendiez à entendre. Merci Greg. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci d'être présentes et présents si nombreux aujourd'hui pour la présentation des éditions Rodbeau Creek. Donc Aminata et moi, nous serons là pour discuter avec vous tous et vous toutes. Donc avec nous, donc il y a d'abord Jean-Baptiste Naudy, donc traducteur et éditeur de la maison d'édition. Grégory Pierrot, donc traducteur et aussi auteur et professeur de langue et littérature aux États-Unis. Et enfin, Sarah Frigo, qui est aussi historienne et archiviste au Quai Branly. Donc, éditrice aussi, évidemment, forcément. C'est pour ça que vous êtes là. Donc, évidemment, la première question avant de commencer, c'est comment est-ce que voilà, des personnes d'horizons différents et différents se sont dit un jour, on va monter cette maison d'édition. Comment est-ce que ça a commencé ? Vous m'entendez ? Ah, ok, très bien. Alors, en fait, ça a
commencé l'aventure éditoriale avec Jean-Baptiste est en fait antérieure à celle de Rodbeau Creek. Et on a eu tous les deux une collection chez un autre éditeur qui s'appelait les Nouvelles Éditions Place, ou une collection qui s'appelait Débordé. Et je peux raconter peut-être une petite anecdote où Jean-Baptiste un jour m'a fait un cadeau. Où en fait j'avais au musée du Quai Branly réalisé une exposition sur le chanteur Paul Robson, et je m'étais rendu compte avec effroi que j'étais passée à côté de sa femme, Eslanda Good Robson, qui était anthropologue et qui notamment avait été partie en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Ouganda, et était revenue avec un journal en 36 qu'elle a publié en 45 aux États-Unis. Et j'étais très malheureuse de ça. Voilà, je me sentais très coupable. J'avais fait part de tout ça à Jean-Baptiste. Et puis, on se connaissait pas très bien à l'époque. Et puis 3 mois après, il me rappelle, il me dit « Salut, j'ai un cadeau pour toi ». Et on se retrouve dans un café, et il avait traduit le livre d'Eslanda Robson pour moi, comme ça, et qu'on a édité chez Place. Et là, l'éditeur m'a proposé d'avoir une collection, et je faisais que d'en parler avec Jean-Baptiste, et je lui ai dit, bah viens, faisons ça ensemble, et on a créé cette collection Débordée. Donc c'est un peu la genèse de notre rencontre autour d'Eslanda Robson et de ce cadeau de traduction aussi, tu vois, parce que quelque chose, on en parlera plus tard, important pour nous aujourd'hui. Et petit à petit, on a rencontré, enfin moi je connaissais Mathieu de Clayet-Béaboninck, qui est aussi, en fait on est 5, il y a Mathieu Clayet-Béaboninck qui est aussi aux éditions, et Sarah Filabakabadio, et Dominique Malaquet qui n'est plus là aujourd'hui, qui fait partie des fondatrices de la maison d'édition. Et Mathieu, qui a une collection chez un autre éditeur, on s'est mis à discuter tous les 3. On a eu envie de créer, d'avoir notre propre outil, en fait, et pas juste d'avoir une collection chez un éditeur. Et ensuite, Dominique Malaquet, qui était aussi une amie à moi et une connaissance des uns et des autres, m'a contacté en disant « J'aimerais bien faire partie de l'aventure avec vous ». Donc, c'est un petit peu comme ça, des affinités amicales, intellectuelles et politiques aussi. Parce que voilà, on a voulu se créer notre propre outil politique, éditorial, pour faire circuler des textes qu'on choisissait vraiment nous-mêmes avec les formats qu'on souhaitait, qu'on en parlera peut-être un peu plus tard. Donc c'est comme ça. Et puis Greg, que je connais aussi depuis longtemps, Jean-Baptiste et Greg se sont rencontrés pas par mon intermédiaire, mais il se trouve que finalement on se connaissait. Enfin voilà, c'est aussi des histoires amicale, directe, indirecte, et voilà, un petit peu. Et Sarah Filabakabadio aussi est arrivée comme ça, un peu sur des points qui nous sont chers, et surtout cette idée de faire circuler des textes un petit peu différents avec la traduction, et puis voilà, c'est d'avoir son propre outil de production politique, et voilà, c'est important pour nous depuis le début. Donc c'est un peu ça la genèse. Très précise, c'est Eslanda Robson. Trop bien. Du coup, nous, on avait un peu toujours un peu sur cette question du déclencheur de la maison d'édition, et aussi de l'identité politique que vous voulez un peu porter. On se posait la question de ce choix de nom, Rodbeau Creek, et peut-être voilà, de revenir un peu sur pourquoi vous vous êtes arrêté sur ce nom, qu'est-ce qu'il veut dire et comment il représente un peu l'identité de votre maison, quoi. Hop, voilà. Oui, donc Rodbeau Creek, c'est du créole guyanais. C'est l'ancien nom d'un quartier de Cayenne. Donc le quartier qui s'est constitué à partir de la fin du 19e siècle à l'extérieur des limites de la ville coloniale. Cayenne étant construit sur un promontoire. Et donc, au moment du développement de ce faubourg, de cette banlieue de la ville, les autorités coloniales ont décidé, à un moment, pour bien distinguer les deux parties de la ville, de construire un canal, un canal avec une digue, et qui se dit creek dans le créole de Guyane. Et donc, progressivement, ce lieu a commencé à être appelé Rodbeau Creek, c'est-à-dire l'autre côté du canal, l'autre bout de la crique, comme ça. Et ça a longtemps été son nom, tant et si bien que dans les années 70,
au moment où les deux autres Guyanes coloniales, la Guyane coloniale britannique et la Guyane coloniale néerlandaise, qui sont devenus, donc le Guyana et le Suriname, sont devenus des pays indépendants. Il y a eu évidemment un renouveau du mouvement indépendantiste en Guyane, et comme souvent dans ce genre de situation politique, il y a eu la multiplication de supports imprimés, de revues, de lieux où se discutaient les enjeux politiques indépendantistes. Et dans ce quartier de Rodbo Creek, il y a une revue qui s'est créée, qui s'appelait Rodbo Creek Révolution, et qui était une revue, et c'est ça qui nous a interpellés dans son format, qui publiait aussi bien des textes littéraires que des textes politiques, qui publiait aussi bien des choses sur le contexte guyanais, voire même sur le contexte de Cayenne, voire même sur le quartier de Rodbo Creek, que des traductions de textes qui venaient bien souvent de la revue Tricontinentale, donc la revue publiée par l'OSPAL depuis la Havane, mais traduite dans des dizaines de langues et dont la version française était éditée par François Maspero. Et avec cette idée de construire un support qui soit à la fois un support construit par en bas, par la localité, par l'hyper-implantation, même pas dans une ville, dans un quartier spécifique de cette ville, avec son histoire propre, et qui en même temps a adressé des questions, considérer des problématiques qui étaient des problématiques nécessairement globales. Voilà. Et cet enjeu tricontinentaliste, tel que l'ont perçu les indépendantistes guyanais, dans ces années-là, nous semblait être un moment d'articulation fondamental. De même que le fait de mettre sur le même plan la littérature et la politique. Le fait de considérer qu'un poème a autant sa place dans une revue révolutionnaire qu'un texte programmatique. Ça a même plus de portée. Et parfois même plus de portée, bien sûr. Et voilà, donc ça c'était un point de référence pour nous, parce que donc la thématique centrale de la maison d'édition qu'on a définie dès le départ, parce que c'était aussi nos problématiques à chacune et à chacun, on travaillait tous sur cette question-là à un endroit ou à un autre, c'est la question coloniale, mais qu'on a voulu prendre à la fois dans sa très longue durée, bien sûr, dans son actualité, et qu'on a voulu saisir depuis l'endroit spécifique où nous trouvons. C'est-à-dire que on n'a pas vocation à se substituer à une maison guyanaise, on n'a pas vocation à se substituer à une maison caribéenne ou nord-africaine, ou peu importe. On est une maison d'édition française qui travaillons depuis la France d'aujourd'hui avec les problématiques et les conflictualités qui sont celles de notre pays, et dans lequel, évidemment, en tout cas nous semble-t-il, la question coloniale, la problématique coloniale est absolument centrale. Voilà, et elle définit une grande partie du rapport politique et des enjeux politiques du pays dans lequel nous on est. Voilà, donc c'était aussi faire référence à un ailleurs qui n'en est pas un, puisque d'un point de vue strictement légal, la Guyane est un département français. Voilà, mais c'est évidemment l'ailleurs, c'est évidemment l'Amazonie, c'est évidemment une complexité dans sa constitution. La constitution de sa population, puisque la Guyane, c'est une terre afrodescendante, c'est aussi une terre amérindienne, c'est aussi une terre de traversée permanente de la frontière qui n'a aucun sens, évidemment, dans la forêt amazonienne. Donc, les Brésiliens, les Surinamais traversent les fleuves en permanence. Et cette idée de tenter, tant bien que mal, pour la métropole française, de tenir ce bout de territoire, nous semblait aussi assez caractéristique de la logique de la colonisation. Et voilà pour le nom. Et c'était aussi pour faire référence à ce moment-là précis de la lutte anticoloniale. C'est-à-dire non pas les années 30, non pas les années 40, non pas les années 50, non pas les années 60, mais les années 70, c'est-à-dire qui sont souvent perçus comme les derniers moments d'une articulation politique de l'anticolonialisme avant que quelque chose d'autre ne commence à exister, et qui a été nommé sous différents intitulés, à un moment le postcolonial, à un autre moment le décolonial. Voilà. Mais c'était aussi pour marquer la continuité entre ces logiques et ces combats. Oui. Donc, vous avez été créé vous avez créé la maison d'édition en 2021. En 2022, vous publiez vos premiers livres, et toujours par deux. Donc, mai 2022, je pense que c'était Dieu a crié, avec l'archéologie des trous.
Ensuite, en octobre 2022, 2 autres, et ainsi de suite. Donc, à l'heure actuelle, on a toujours 10. Et je crois que c'est toi que j'avais entendu dire ça, c'est que, ou peut-être qu'on c'est en discutant avec toi que j'avais entendu dire qu'en fait, vous définissiez un peu comme vous sortiez des romans qui étaient très littéraires et des essais qui étaient très enfin des romans qui étaient très politiques et des essais qui étaient plutôt littéraires, quoi. Et du coup, je trouve que ça symbolise bien tous ces mouvements un peu que tu décrivais aussi dans votre philosophie, quoi. Partir des marges, mais en même temps, et tous ces mouvements qui vont. Donc, est-ce que vous vous définissez plutôt comme une maison d'édition en marge ou plutôt entre deux eaux? Ouais, et puis ça va aussi avec ce truc de comment, peut-être dans le paysage des maisons d'édition indépendantes, un peu vous vous placez, avec lesquelles vous pouvez avoir des affinités ou pas. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Bon, nous, on revendique absolument notre inscription, évidemment dans le champ de l'édition indépendante, mais dans le champ de l'édition militante, qui est un champ extrêmement dynamique et vivant en France. Voilà, ça parce qu'on passe notre temps à nous plaindre du fait que l'art en France c'est pas génial, que le cinéma français n'existe plus, que tout ça. Il faut dire quand même une chose, c'est que l'édition en France, évidemment je parle pas des groupes industriels de fabrication de livres, je parle de l'édition indépendante, elle est extrêmement dynamique. Il y a beaucoup de maisons qui existent et qui se connaissent, qui travaillent ensemble, qui dialoguent les unes avec les autres, qui parfois se disputent, mais toujours sur des enjeux qui sont fondamentaux. Et il y a une véritable solidarité dans ces circulations-là. Donc nous, on s'inscrit absolument là-dedans. On se sent tout à fait solidaire des initiatives éditoriales diverses et variées qui existent. Ça aussi, c'est très important, de manière très décentralisée en France. C'est-à-dire que la plupart des maisons indées qui travaillent vraiment de manière très, très dynamique et vivace, elles sont à Marseille, elles sont à Toulouse, elles sont à Rennes, elles sont à Nantes, elles sont... Donc en marge de la capitale, quelque part. Ouais, ça c'est important. Et elles sont aussi dans des endroits moins urbains, genre le Mas d'Asile dans l'Ariège, par exemple. On pense à nos copains des éditions du bout de la ville. Voilà. Voilà. Mais ça c'est aussi très important. Donc oui, on s'inscrit absolument là-dedans. Et notre point d'entrée dans la question de l'édition, c'est la question coloniale. Mais ce qui peut sembler être une détermination assez spécifique ou voire même étroite du travail éditorial, mais évidemment, à partir de là, on peut déplier de bien des côtés, en fait, des questions d'édition. Et comme tu l'as dit, Doulia, nous, on est vraiment dans une oscillation permanente entre la question de la fiction et la question de la non-fiction. Comme on sépare l'édition américaine se distingue comme ça, fiction, non-fiction. Nous, on a des catégories un peu différentes. On parle d'essai, on parle de littérature, ce qui veut pas dire la même chose, bien sûr, mais voilà. Et nous, on essaye toujours donc on publie à chaque fois 2 livres. Un qui relève plutôt de la littérature et un qui relève plutôt de l'essai. Et évidemment, dès qu'on a dit ça, dès qu'on a établi des catégories, elles tombent. Parce que bien sûr, la littérature, elle pense et elle produit de la théorie et elle produit des propositions politiques en inventant des mondes, ou en décrivant des mondes, et que la puissance théorique, politique, militante d'un essai, c'est aussi sa qualité d'écriture et donc sa littérature. Voilà. Et nous, on essaie de travailler avec ce type d'objet. Et en plus, je rajouterai une chose, c'est que dans les livres, dans les essais, les livres, on va dire plutôt, les livres plutôt théoriques ou analytiques qu'on publie, on s'intéresse particulièrement à des livres qui utilisent la littérature comme matériel de réflexion. Voilà. Donc on a pu publier plusieurs livres qui construisent leur argumentaire historique, politique, à partir d'une interprétation de faits littéraires. Voilà. Donc de voir aussi comment ces circulations-là entre littérature et théorie, ils sont permanents. Voilà, ça c'est très important pour nous. Et après, par rapport à ce que tu disais sur la marge, le centre, donc nous on est dans une métropole coloniale en France, et l'idée c'est aussi donc l'édition indépendante, donc évidemment on est plutôt marginaux dans le champ éditorial, mais l'idée pour nous, je pense que la chose la plus importante c'est la question de la circulation.
C'est-à-dire que plus important que qu'est-ce qui est le centre de quoi et qui fait centre à quel moment, puisque ça c'est très variable et ça dépend évidemment de ton inscription quelque part, c'est la question de comment ça circule, comment les textes sont lus, comment par exemple aux États-Unis on va lire la littérature africaine, comment la Caraïbe va s'inspirer de l'Asie, ou de comment par exemple aujourd'hui les Guyanais s'inspirent des Kanaks. Voilà, ce genre de circulation-là, elles sont extrêmement intéressantes et évidemment, elles ont toutes des réverbérations là où nous, depuis l'endroit où nous on les regarde, c'est-à-dire ici, parce que ça renvoie à différents mondes qui sont tous liés les uns aux autres et qui sont liés aussi aux nôtres, à la France métropolitaine, quoi. Ouais. Moi, du coup, on avait un peu envie d'aller aussi. Donc, vous avez cette facette éditoriale et puis, et de la question de la traduction, de rentrer un peu sur la question de la traduction. Moi, je vais rentrer déjà de dire que voilà, comme vous avez dit, vous publiez à chaque fois 2 livres et il y a donc cette diversité des registres et je trouve que ça ouvre aussi une adresse quoi qui est assez vaste quoi. On peut se dire qu'on est un peu moins à l'aise avec de l'essai théorique et on peut plonger complètement dans La couleur de l'oubli là de Merle Collins ou l'archéologie des trous, etc. Et sur la question de la traduction, je pense qu'il y a plein de possibilités d'entrée. Donc, il y a, je pense, la question de l'affinité que vous portez tous avec la question coloniale et donc de qui traduit qui. Donc, quelle est votre position un peu. Tu parlais d'inscription. Je pense que ça serait intéressant d'avoir un peu ce point de vue-là de où est-ce que vous vous situez pour faire ce travail-là. Et donc, pour qui, à quelle adresse. Et moi, j'avais juste envie de revenir sur le bouquin, un des bouquins que j'ai le plus lu en fait de votre collection, c'est La décolonisation n'est pas une métaphore, donc de F. Tuck et Ka Wayne Yang, qui est un essai pour le coup et qui m'a beaucoup touchée dans la mesure où en fait on parle beaucoup de décolonial, on parle beaucoup, ça devient presque une manière de récupérer ce concept en termes d'outils pour penser quoi. Et à des moments, je pense que à la fois c'est des choses qui marchent de manière concomitante, à la fois de penser la question décoloniale comme outil théorique, mais aussi de l'ancrer dans quelque chose de très matériel et très concret. Et c'est ce que vient porter un peu ce livre-là, de dire en fait c'est aussi la question de récupérer les terres, le droit au retour par exemple pour les Palestiniens. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très concret. Et donc cette espèce d'oscillation entre les deux, eux. Enfin, leur thèse, c'est vraiment de porter la matérialité de ce terme-là, et en même temps, voilà, comment les deux fonctionnent ensemble. Et donc, j'avais l'impression un peu que, enfin, voilà, ce choix-là de traduction aussi, aujourd'hui, dans le contexte français, on parle de décoloniser le musée, décoloniser tel truc, décoloniser la langue et tout. Du coup, voilà, je sais pas, j'avais envie de voir pourquoi ce choix-là de porter ce texte à ce moment-là, et aussi de le faire circuler en fait et de le traduire. Je me demande si c'était la première traduction, sans doute. Peut-être vous pouvez en parler un peu quoi. Est-ce que c'était la première traduction Non, c'était pas. La première traduction, c'était ça. Ok. Oui, non, pas la première traduction de la maison d'édition, mais ce texte-là en français. Oui. Merci. D'accord. Effectivement, pour nous, ouais, bien sûr. Bon, effectivement, c'est un texte qui est très important pour nous et qui définit très très bien aussi, je crois, le projet qui est le nôtre. C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien nommé, c'est un livre qui part d'une chose simple, d'un constat simple. C'est que aujourd'hui, le vocabulaire de la décolonisation, il est principalement employé de manière métaphorique. C'est-à-dire qu'on veut décoloniser des bibliothèques, décoloniser des musées, décoloniser des universités, décoloniser etc., des mentalités, etc. Ce que disent les auteurs, c'est que la décolonisation, c'est d'abord un rapport de pouvoir et c'est un rapport de propriété. Et que la première question de la colonisation et de la décolonisation, c'est qui possède les terres et qui a le droit de vivre comment sur ces terres-là. Donc, c'est pas une question de minorité ou de majorité, c'est pas des questions voilà. Par exemple, eux, ils se posent la question, donc du point de vue autochtone états-unien, les autochtones, ceux qui sont identifiés comme tels dans les registres de Washington, ils sont 0,9% de la population des États-Unis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de restituer les terres des États-Unis, qui sont toutes des terres autochtones, sans aucune exception, à leur légitime propriétaire? Alors, on voit tout de suite que la question, elle est complètement déséquilibrée et elle nous semble impossible.
Voilà, comment est-ce qu'on peut décoloniser les États-Unis, qui ne sont que une colonie, qui ne sont que le fait colonial, au-delà même de la question du génocide des Premières Nations. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ces 0,9%? Et ils reviennent sur la manière dont cet état de fait s'est construit à travers la culture. C'est ça aussi qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'ils montrent comment les Américains, les États-Unis, ont construit une certaine culture nationale qui rend impossible cette restitution, cette décolonisation, parce qu'ils ont donc, ça passe par des procédures que eux ils appellent des procédures d'autochtonisation des colons. Et ça passe par des récits, par de la littérature, par du cinéma, par une manière de représenter l'histoire. Voilà. Donc, ils prennent le cas, par exemple, je trouve que c'est un moment tout à fait étonnant du livre, où ils parlent de James Fenimore Cooper. Tout le monde a plus ou moins lu ou plus ou moins entendu parler du Dernier des Mohicans. Donc c'est un des grands livres fondateurs de la littérature américaine au XIXe siècle. Et James Fenimore Cooper, il invente donc cette histoire où il invente un peuple amérindien qui s'appelle les Mohicans, qui n'a jamais existé, hein, voilà, et dans lesquels donc le principe de Dernier des Mohicans, c'est que c'est donc un trappeur blanc qui petit à petit est intégré au sein d'un peuple amérindien et qui est fait, en dernière instance, à la fin du livre, qui est fait héritier de ce peuple par le chef qui va mourir et dont le fils est mort, qui n'a pas d'héritier. Et donc, il passe le flambeau de l'héritage de l'autochtonie à ce gars. Voilà. Il faut savoir que James Fenimore Cooper, son père, à lui, c'était un spéculateur foncier qui, toute sa vie, sa carrière professionnelle a consisté à chasser des populations indiennes pour récupérer leurs terres et les vendre à des colons. C'est comme ça que la famille Cooper a construit sa fortune. Et dans l'ouest de l'État actuel de New York. Voilà, il y a même une ville qui s'appelle Coopersville, d'après le père de James Fenimore Cooper. Voilà. Donc, on a cette double dynamique où on a un monsieur qui est en situation d'écrire de la littérature, de fonder la littérature américaine avec un grand roman d'aventure qui parle des magnifiques sauvages américains, tandis qu'il est assis dans une maison dont les pierres ont été payées par le vol de la terre indienne et les massacres. Voilà. Donc ça, cette dynamique-là, elle est tout à fait caractéristique de la culture coloniale en général, et là, dans ce cas, de la culture états-unienne. Et de montrer comment ce fil-là est reconduit de génération en génération, d'œuvre en œuvre, à travers des figures. La plus évidente, c'est évidemment Pocahontas, qui est donc la princesse amérindienne qui tombe amoureuse du colon blanc, et donc ça fonde le droit pour le colon blanc à s'emparer de la terre. Voilà, voilà, toutes ces figures-là. Il y a aussi tout un développement sur comment se crée la racialisation des populations aux États-Unis. Et je fais juste un petit passage là-dessus parce que, à mon avis, c'est très intéressant ce qu'ils disent. Ils montrent que la dynamique de la racialisation, donc de l'invention de la race, elle est absolument inverse entre les Afro-descendants d'un côté et les Amérindiens de l'autre. C'est-à-dire que pour pouvoir être reconnu dans la société coloniale états-unienne comme un Amérindien, il faut pouvoir prouver 100% de sang indien. Toute personne qui est issue d'un métissage, et l'humanité est un métissage, donc au bout d'un moment, tout le monde se métisse, donc ne peuvent plus prétendre auprès du gouvernement américain au statut d'autochtone. Inversement, et ça, c'est les conséquences de l'esclavage, c'est toute personne qui a un seul ancêtre supposé noir est considérée comme noire. Une racialisation complètement inversée, comme ça. Et que la minoration de ces populations, les deux populations principalement opprimées historiquement aux États-Unis, se construit par des procédures qui sont juridiques. Voilà, ça c'est la loi qui établit ça tout au cours du XVIIIe puis du XIXe siècle américain. Et c'est sur cette base-là que se crée la nation américaine. Voilà. Donc, revenir sur la question coloniale aux États-Unis, c'est revenir sur la question des terres, sur la question de la culture dominante, sur la question des procédures de racialisation historique qui ont constitué ces groupes comme groupes.
Voilà, qui ont séparé ces groupes aussi, parce qu'en fait, ils étaient tout à fait mélangés au gré de l'histoire. Les afrodescendants se sont mélangés avec les populations autochtones, ont créé d'autres populations, en fait, qui ont été systématiquement séparées par le pouvoir d'État pour constituer, voilà, l'élection qui va avoir lieu mardi. Voilà. Parce qu'on en arrive là, au bout du compte. Voilà. Donc, c'est aussi dire, d'une certaine manière, dire la décolonisation n'est pas une métaphore, c'est dire, c'est pas en rajoutant quelques livres dans une bibliothèque ou en enlevant quelques textes dans un curriculum universitaire qu'on va décoloniser quoi que ce soit. Voilà. Que la question coloniale, elle est absolument centrale et fondatrice d'un État comme celui-là, et que personne ici, tant et si bien que personne ne peut imaginer ce que serait la décolonisation des États-Unis. Pour revenir sur ce texte, il faut savoir qu'en fait, c'est un texte qui a beaucoup circulé en anglais avant qu'on le traduise en français, qui était accessible à tous, quoi. Et pour nous aussi, c'était important de le traduire en français pour les gens qui ne sont pas anglophones, et aussi de le faire circuler autrement que sur les réseaux, enfin sur les bibliothèques accessibles en ligne. Donc c'était un premier geste aussi de le faire circuler de main en main, et aussi pour revenir sur cette idée de publier depuis là où on est, on a rajouté, en fait on a créé un livre avec un interview de Chris Pierre, qui est un représentant, le président des jeunesses autochtones de Guyane, pour aussi réfléchir depuis nos espaces coloniaux, de faire résonner aussi ce texte états-unien avec la question coloniale française. Donc ça, c'est nous qui avons inventé le livre aussi de cette manière-là, comme on l'a fait avec le dernier livre, le sentiment de l'Inde. Pour nous, c'était important de faire résonner la pensée des subalternes avec l'impact de ces penseurs en Afrique et chez les chercheurs africains. Donc c'est nous qui avons aussi inventé ce livre avec la postface de Mamadou, pour aussi proposer depuis là où on est d'autres, prendre des textes existants et les réinventer pour ici. Donc c'était aussi ça, il y a tout ce que vient d'expliquer Jean-Baptiste concernant ce texte spécifiquement, mais aussi d'imaginer autre chose depuis la France, depuis les questions qui... Et je voudrais juste rajouter un truc du point de vue de la traduction de ce texte. C'est que donc il y a plein de citations de James Fenimore Cooper, mais aussi d'autres textes canoniques de la littérature américaine. Et quand j'ai traduit ce texte, j'ai fait ce que font toutes les traductrices et tous les traducteurs, c'est-à-dire que je suis allé voir comment ces textes-là avaient été traduits. En général, on cite des citations, des traductions déjà existantes. Et là, je me suis rendu compte de l'écart ouvert par la traduction de ces textes-là déjà au XIXe siècle en français. Comment, par exemple, des mentions par exemple, notamment tout le vocabulaire racial, c'est particulièrement intéressant. Donc, comment, à un moment, quand quelqu'un va être nommé Indian dans le texte original, en français, on va traduire peau rouge, et puis à d'autres moments, quand ça va être des Redskins dans le texte original, on va les traduire par indigènes en français. Enfin, tous ces déplacements-là qui ont lieu, et on peut même se demander, est-ce que le traducteur, là, il s'appelle Montfaucon, c'est un mec de 1870 qui a traduit James Fenimore Cooper en français, est-ce que même il se pose ces questions-là? Ou qu'est-ce que ça dit de l'impensé racial du traducteur français de la fin du 19e qui prend ce livre comme une grande pièce de littérature américaine qu'il faut faire connaître au public français? Parfois en ignorant parfaitement le soubassement politique et idéologique d'un livre pareil. Voilà. En sachant que, juste à propos de la référence à James Fenimore Cooper, c'est un des livres qui a été le plus adapté par l'audiovisuel. Il en existe 18 versions cinématographiques, il y a eu 4 séries différentes à la télévision américaine, anglaise, tout ceci sous-titré. Enfin, c'est des choses, même si on n'a pas lu ce livre, on voit ce que c'est. 150 ans après. C'est comme ça qu'on construit une conscience coloniale, pour le coup. Mais on voit que un truc là-dessus, en tant que c'est éminemment politique, en fait, la question de la traduction. Ouais, et la littérature aussi, comme Jean-Baptiste en parle, c'est intéressant pour moi d'entendre ses commentaires, vu que j'enseigne ces textes assez régulièrement.
Et je pense qu'une des manières dont on se retrouve encore à parler de traduction, en tout cas de penser la position de la France en tant qu'endroit de production culturelle, mais en tant qu'endroit de lieu où on peut, pour la France comme lecteur, c'est qu'on a quand même tendance à dire oui, on admire, on s'intéresse aux États-Unis de loin, mais les Français et la France font partie de cette production culturelle depuis le début. Avant Cooper, il peut y avoir un Hector de Crèvecoeur qui utilise les mêmes tropes avant qu'il devienne donc encore plus grand, encore plus populaire par le biais de James Fenimore Cooper. Mais il y a déjà cette même idée du devenir américain en s'emparant de la frontière, en devenant indien, devenir sauvage, comme ils disent souvent. Et aussi dans cette forme où on se met en scène, en fait. Parce que Jean-Baptiste parlait du père de Cooper, mais le père de Cooper est un personnage dans ses romans. Alors on le reconnaît, c'est-à-dire il a un autre nom, mais on reconnaît Coopersville, on reconnaît ces gens-là, et ils deviennent des personnages de fiction. De la même manière que Hector de Crèvecoeur se met en, alors, enfin c'est dans le mode des lettres persanes, si on veut, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est pas vrai, mais c'est la France et c'est l'Amérique et c'est un circuit déjà. C'est-à-dire que j'ai l'impression souvent, on oublie un peu la place que la France, encore une fois, comme pas juste en tant que force politique, en tant que force coloniale, mais aussi en tant que force culturelle, en tant que réceptacle culturel, a toujours joué dans ces circuits. Et la traduction est peut-être une métaphore à ce niveau-là, mais permet pour moi de dire non. Oui, on en fait partie en fait. Et ces cercles-là, c'est facile. Enfin, je pense pas qu'il y ait une conspiration pour ne pas traduire des textes, mais c'est facile d'oublier voilà la place qu'on joue en permanence, et notamment aussi parfois par le fait de ne pas avoir accès à certains textes. Et je pense que textes-là rendent la conversation, je ne veux pas dire obligatoire, mais beaucoup plus simple, mais aussi, je pense, nous rappelle constamment, on fait partie de cette conversation en tant que Français, en tant que francophone, et on doit faire partie de cette conversation. Justement, pour rester avec toi, Grégory, donc toi, tu as traduit donc La couleur de l'oubli et La pratique de la diaspora. Je repense à la conversation qu'on a eue hier, notamment sur être traducteur et savoir d'où on traduit, quoi. Et notamment l'exemple concret que tu m'avais donné sur la question de la couleur de l'oubli, et notamment le vocabulaire particulier de la littérature de la Grenade. Toi qui viens de Martinique, et comment est-ce que par cette culture-là, tu as pu comprendre certaines nuances, comment tu as pu en traduire certains extraits. Est-ce que tu peux un peu expliquer pour donner un extrait concret de ce que du travail de traducteur, du travail politique et culturel qu'est le traducteur, quoi. Alors, ma mère vient de Martinique, mais je viens de Martinique au deuxième degré, comme on dit. Oui, on en parlait. J'en parlais ce matin dans un atelier aux assises de la traduction. Ce que ça implique, pour moi, de traduire, je veux dire, éthiquement un texte de la Grenade. Et je pense que ça demande un minimum d'éducation, de se renseigner sur l'histoire, d'où l'auteur elle-même parle à la base. Sachant qu'un des problèmes de traduction qu'on a pu avoir, parce qu'on a traduit ensemble avec Jean-Baptiste, par rapport à ce texte, c'est la présence donc de formes de créoles qui sont très attachées au français. Enfin, c'est visible à la lecture. Et qui pose nécessairement la question de l'origine de cette langue. La Grenade, les Antilles en général, l'histoire des Antilles n'est pas très très connue, je dirais, en Europe, et on ne se rend pas forcément compte que ces toutes petites îles ont des histoires très très uniques, mais uniques à elles-mêmes. Enfin, il y a une histoire de la région, mais il y a des histoires radicalement différentes d'une île à l'autre. La Grenade est une de ces îles. Je ne sais pas si on est très conscient en tant que Français que c'est une île qui a été française suffisamment longtemps pour que jusqu'à aujourd'hui le créole sonne plus comme les créoles martiniquais que comme le créole jamaïcain, par exemple. Qu'est-ce que ça implique quand, encore une fois, dans une œuvre de fiction, c'est clairement partie, je dirais, des questions que pose le roman. Mais de manière très, très subtile. Ce sont des questions linguistiques, c'est des questions qu'on retrouve dans le mélange de différents registres de langage, entre l'anglais, un anglais créolisé, et un créole basé sur le français. Donc, dans un circuit, c'est un livre qui est publié en Angleterre, donc qui est destiné à des lecteurs qui
probablement eux-mêmes ne savent pas ça non plus. Mais quand il s'agit de traduire ça en français, essayer d'imaginer comment poser les mêmes questions sur une île qu'on connaît encore moins. Et alors, pour en revenir à ce à quoi tu te référais, on parle de correspondance, on parle je pense, d'équivalence ou d'absence d'équivalence. Hein. Souvent, on se pose la question, voilà, comment transcrire tel ou tel mot d'une langue à une autre, quel est l'équivalent français. Je pense qu'il y a l'intéressant aux Antilles, c'est qu'il y a toujours un équivalent français, mais c'est jamais un équivalent. L'équivalent français de la grenade, c'est la grenade. Mais en français, ça veut dire quoi? Ou ça se dit comment? C'est une vraie question. Quand voilà, on parle encore une fois de nuances dans une langue qui elle-même est déjà empruntée, pour ainsi dire. Et donc, on navigue entre le français, entre des registres de langue, mais aussi entre des échos au créole francophone. Et donc, je crois qu'une des conversations qu'on avait eues, c'était face à certains problèmes qu'on a pu avoir, j'étais parlé à ma mère, en fait. Mais c'est à la fois, voilà, c'est familial, mais c'est aussi éminemment politique, en fait. Sachant que ma mère n'est pas traductrice, ma mère voilà, mais ma mère a des outils que je n'ai pas. Ma mère a des connaissances que je n'ai pas, et des connaissances que je peux trouver nulle part ailleurs. Et pour moi, dans Collins, cette démarche est très très claire, non seulement parce qu'on lui a parlé, mais parce qu'elle aussi, ça se voit dans le roman, elle a fait la même chose. Elle a été parlée à sa grand-mère. Elle a été parlée à des gens qui parlaient ce créole francisé qu'elle ne parle pas non plus. Alors, ce parallèle-là est à la fois, je dirais, nécessaire pour ce qu'on fait, mais pour moi aussi politique, en fait, parce que c'est un roman qui parle, un roman écrit par une femme qui a eu un doctorat, qu'elle a passé en Angleterre, qui a été au gouvernement, qui a fait des choses, culturellement et socialement beaucoup plus élevées que là d'où elle venait, pour ainsi dire, et qui veut parler d'une société où tout le monde n'est pas doctorant, où on parle des langues qui sont généralement méprisées, mais qui ont, pareil, une nuance qui devient nécessaire à rendre et pour lesquelles il faut revenir à certaines personnes. Donc, pour résumer, je pense, dans le processus de traduction, j'aime à croire qu'on a aussi essayé d'évoquer ça, au moins dans la manière dont on a travaillé. Et pour moi, encore une fois, une des choses les plus politiques dans le roman de Collins, c'est ça, c'est notamment sa subtilité qui rend la subtilité d'une langue et d'une terre qui tendent à être considérées comme rustres, en fait. Surtout que c'est très oral, en fait, comme Exactement. écrit. Donc il y a pas mal de dialogues à retranscrire, de rythme, d'expression. Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc. Du coup, je pense que j'arrive pas tout à fait à bien, parce que là tu parles un peu de la question du site, et de la nécessaire du dialogue en fait qui se passe en dehors même du cercle de vous traducteuristes. Mais en termes de méthode, par exemple, quand il y a une seule personne qui traduit, c'est en fait comment ça se passe, quoi. C'est quoi les échanges qu'il y a et qui sont pas forcément présentés tels quels, mais pour pouvoir aussi je dis pas que ne peuvent traduire que des personnes concernées, mais en fait, comment vous vous posez cette question-là, quoi? Comment elle intervient dans votre méthode de travail? Moi, c'est une question que je me pose beaucoup, parce qu'elle dit beaucoup du rapport à la langue et à l'écriture et à la littérature. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est absolument fondamental, c'est d'être précis dans la connaissance du contexte qui est en jeu, dans l'inscription du livre dans une continuité, dans des traditions et dans des héritages littéraires, théoriques, politiques. Être conscient de ces choses-là pour pouvoir aborder la traduction de manière informée. Moi, je travaille sur le corpus en traduction sur le corpus de l'Atlantique noir depuis un certain nombre d'années. De toute évidence, je ne suis pas noir. Donc la question de savoir s'il faut être directement concerné, personnellement, en tant que corps qui agit et qui met en œuvre la traduction par les problématiques qui sont évoquées par un livre, voire même par les problématiques qui ont été vécues par l'autrice, par l'auteur du livre, et qui les relate sous la forme de la littérature, c'est une question que je me pose en permanence, et à laquelle, évidemment, je ne peux que répondre en pensant que la question, à mon avis, est ailleurs.
Évidemment, je prêche pour ma paroisse, sinon j'arrête de faire le travail que je fais. Mais d'un autre côté, parce que si on déplace cette question ailleurs, par exemple sur la question du genre, ça c'est très important. Il y a un certain nombre d'œuvres littéraires majeures qui ont été écrites par des hommes, ont été traduites par des femmes, et portent sur la question du corps de l'homme. Inversement, il y a des œuvres importantes écrites par des femmes et qui portent sur la corporalité féminine et qui ont été traduites par des hommes qui, par définition, n'expérimentent pas le corps féminin. Le principe même de la traduction, c'est le décalage. Les langues ne sont pas équivalentes, elles ne le sont jamais. Il n'y a pas d'équivalent au créole grenadien. Par exemple, la question qu'on s'est posée, nous, c'est, bon, alors là, on a une femme qui publie un livre en Angleterre, la langue de base de la langue, c'est l'anglais. Il y a un créole, c'est le créole de la Grenade. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transposer. Donc, ce qui est anglais, on va le traduire en français, et ce qui est en créole grenadien, on va le mettre en créole martiniquais. Mais c'est absurde. Parce que le créole martiniquais n'est pas la même langue que le créole grenadien. Et poser une équivalence entre les deux, c'est dire, bon, tout ça, c'est du pareil au même. Bien sûr que non. Bien sûr que non, il y a des histoires spécifiques et singulières. Voilà. Moi, je crois que n'importe qui peut traduire n'importe qui. Je crois que... et c'est même pas non plus une question professionnelle, c'est même pas une question d'avoir tel diplôme de traduction ou d'avoir tel niveau de connaissance de la langue. Je pense que l'activité de traduction, c'est d'abord une activité de lecture et ensuite une activité d'écriture. Voilà. Toutes les traductions sont subjectives, elles sont toutes déplacées, elles sont toutes spécifiques dans le temps et dans l'espace. C'est pour ça qu'il faut retraduire les livres. C'est pour ça qu'il faudrait retraduire James Fenimore Cooper aujourd'hui. Autrement, avec une autre perspective, en le regardant, en le lisant autrement. C'est ce qui justifie qu'on fasse ce travail-là. Alors, ce sont des questions qui sont beaucoup abordées par Brent Edwards dans son livre Pratique de la traduction, dans laquelle, donc, qui interroge pratique de la diaspora, autant pour moi, qui interroge donc la constitution d'une conscience noire depuis la France à partir des années 20. Comment Africains-Américains, Antillais, Africains se rencontrent dans le contexte français par les aléas de l'histoire et de la colonisation et font une diaspora, créent un monde qui est un monde noir français, qui se dit en français en France. Avec des gens qui viennent de partout, qui sont pas forcément français d'ailleurs, par ailleurs. C'est une autre question. Et tout, ouais, francophone, ouais. Et là, le point de Brent, il théorise à partir de la question du décalage, justement, que précisément, le décalage, il est inévitable et qu'il faut l'accepter comme un espace d'ouverture subjectif. Voilà. Et politique. C'est la première étape, c'est savoir d'où on parle. Ouais. Absolument. Moi, je dirais, tu as dit... la question de est-ce qu'il faut être concerné, je dirais au minimum il faut se sentir concerné. Je pense que c'est même plus important. Être concerné, ça veut pas forcément dire quoi que ce soit. C'est pas un éveil ou c'est même pas une conscience en fait. Être concerné devrait être la raison pour laquelle on se sent concerné, mais on sait tous que c'est pas forcément le cas. Alors on peut espérer que c'est le genre de textes qui peuvent mener à ça. Et je pense qu'on a sûrement tous lu, rencontré ce genre de textes, j'ai dit texte au sens large, que ce soit des films, que ce soit de la musique, qui nous ont aidés dans notre chemin vers le fait de se sentir concerné. Moi, j'aime beaucoup le sous-titre de Pratique de la diaspora, littérature, traduction et essor de l'internationalisme noir. Ça pourrait être le sous-titre de Rodbo Creek, en fait. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés. On se sent tous concernés d'une manière ou d'une autre. Peut-être parce qu'on est concerné, ou certains d'entre nous sont plus concernés que d'autres. Mais encore une fois, je pense, c'est une de beaucoup de manières dont on peut arriver au même endroit et à des sens liés, comme disait Jean-Baptiste, mais qui seront toujours différents. La différence, c'est pas le problème. Le chemin, c'est ce qui est important, je pense, c'est comme il disait. Moi, on en parle depuis des siècles, mais oui, il faudrait retraduire les textes, et tout ceci inclus. Dans 10 ans, dans 20 ans, on
se mettra peut-être des claques en parlant des erreurs qu'on a fait, mais c'est pas grave. C'est aussi ça la communication. On peut pas parler si on peut pas se parler. Et les traductions rendent ça un peu plus facile. Après, voilà. Enfin, elles sont le nécessaire. Je pense que c'est la conversation et la rendre possible d'une manière ou d'une autre et avec tout le monde. Quoi. Encore une fois, se sentir concerné. Je veux bien, si ça t'embête pas, je prends juste une sorte de contre-exemple pour mettre les choses aussi peut-être à distance. Je pense au livre de Ariel Aïcha Azoulay, que j'ai traduit aussi. C'est intéressant parce que, bon, Ariel Aïcha Azoulay, c'est une juive de Palestine et d'Algérie. Donc moi, je suis pas une femme, et puis je suis pas juif, et puis je suis ni de Palestine ni d'Algérie. Et son texte, moi, il m'a terriblement ému quand je l'ai lu en anglais. Terriblement. Parce que, comme tous les autres, en fait, tu les refigures à l'échelle de ta propre vie et de ce que t'es toi, de ce que t'as vécu toi. Même s'il ne s'agit pas des mêmes endroits, même s'il ne s'agit pas des mêmes termes, il y a une communauté, en fait, émotive, d'émotion, quoi. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, quand j'ai traduit son livre, tout en respectant évidemment le texte et son intention, c'est de mettre dans la traduction l'émotion que moi j'ai ressentie en lisant son texte. Tu vois ? Et le fait que je sois machin ou truc, ou que j'arrive de là ou d'ailleurs, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que son texte a, elle, dans la langue dans laquelle elle a choisi de l'écrire. En plus, elle l'a écrit en plusieurs langues, mais je veux dire, un espèce d'anglais un peu international, comme ça, l'anglais d'aéroport, tu vois. Comment est-ce que moi, dans le seul truc que je connais un peu, c'est-à-dire la langue que m'a appris ma mère, je peux essayer d'en faire un matériau sensible que les francophones, que les gens avec lesquels j'ai cette langue en partage puissent s'approprier, quoi. Oui, non, mais c'est pour ça. Donc, juste pour, je ne supporte pas la thèse qu'il faut être concerné pour traduire, mais justement, j'ai l'impression que ce que ça vient dire derrière, c'est aussi que ce soit la méthode, les relations, les réseaux affectifs, les réseaux théoriques qui vont autour et qui sont autour de vous, que ce soit de l'espace éditorial, mais aussi, je sais pas, de vos entourages et tout, qui nourrissent votre pratique de traduction, les échanges aussi, qui soient géographiques, selon vos positions, où est-ce que vous habitez, etc. Et en fait, c'est comment tout ça vient aussi nourrir votre pratique de traduction. Et donc, du coup, j'ai l'impression que c'est... Voilà, et le choix des textes, et voilà, les choix éditoriaux. Et donc ça, peut-être... Doulia, tu veux peut-être... Non, mais ça rejoint aussi, enfin, ça fait un sens aussi avec la notion de temporalité aussi. Et finalement, votre maison d'édition a été créée en 2021 dans un contexte donné. Certains textes, notamment le dernier d'Un seul sang, qui date du début du XXe siècle, qui a été traduit maintenant, enfin même de manière générale, quoi. Comment est-ce que finalement on traduit quelque chose dans une époque donnée et pourquoi ? C'est aussi un contexte intéressant à explorer, quoi. Et notamment pour parler de la temporalité de votre dernier livre, donc l'histoire de Le sentiment de l'Inde, qui parle notamment de cette notion de temporalité et de se décentrer de ce regard un peu autocentré occidental d'une vision d'une histoire linéaire, alors que dans d'autres cultures il existe d'autres façons de penser l'histoire de façon plus cyclique, quoi. Comment est-ce qu'on gère ces différences dans le travail au quotidien? En tout cas, ça fait aussi un lien avec la traduction. Enfin, voilà, Oui, Tu veux celui-là? pardon. Oui, parce qu'un des enjeux de notre projet, c'est aussi de s'intéresser à la généalogie des textes, à la généalogie de la pensée, de choses qui nous animent aujourd'hui. Et donc, c'est de circuler à la fois sur des textes très contemporains, mais plus historiques, avec des textes critiques, comme le texte de Brent, sur ces questions-là. Enfin, voilà, donc c'est en effet en permanence jouer sur... Voilà, sur comment, avec cette généalogie, cette vision différente et cet aspect composite qui permet
voilà, qui nous permet de penser aujourd'hui, comme ce qu'a dit Mamadou hier. Enfin, c'est des choses qui et aussi de montrer, en tout cas pour le sentiment de l'Inde, on n'a pas juste voulu montrer juste que dans d'autres espaces on pense autrement l'histoire. C'est aussi de montrer comment cette manière de faire de l'histoire autrement circule sans passer par l'Europe. Comment ces textes des subaltern studies qui sont devenus très à la mode dans les années 2000 ont d'abord été traduits en français depuis Dakar. C'est de aussi faire part de toutes ces circulations variées, multiples, et les échos que ça peut faire dans d'autres espaces aussi que les nôtres. Parce qu'il y a aussi cette idée pour revenir à ce décolonial, à la mode, etc., de toutes ces maisons d'édition qui ont pris en charge ça, et heureusement qu'elles l'ont pris, des revues, de montrer que ces questions-là ont été prises aussi en charge ailleurs, qu'il y a eu d'autres espaces de discussion qui ont eu lieu en dehors de l'Europe. Et voilà, et ça c'est aussi important. Enfin, je sais pas si je te réponds bien à ta question, mais et donc de jouer sur des textes historiques, justement sur, par exemple, la question de l'afrocentrisme qui a été très très fort dans les années 1990. Il y a eu plein de débats, de publications en France, aux États-Unis, etc. Avec le livre de Mamadou qui part de la fin du 19e et du début du 20e siècle, de ce qui se joue aux États-Unis avec les enjeux de l'histoire de l'Afrique. Ça, il le raconte dans l'Afrique dans le temps du monde. Pour nous, c'était intéressant de publier ce texte de Pauline Hopkins qui est un récit complètement qui part des États-Unis. Je vais pas spoiler, mais voilà, qui raconte toutes ces problématiques des années 1990-2000 à travers une stratégie d'une autrice africaine-américaine au début du XXe siècle qui aborde ces questions-là aussi pour des raisons politiques. C'est vraiment toujours jouer aussi sur des textes historiques qui aussi sont importants aujourd'hui. Et c'est important pour nous de reconstituer une sorte de puzzle, en fait, un puzzle déjà géographique, mais un puzzle temporel, un puzzle de manière d'interpeller aussi différents publics. Parce que Pauline Hopkins, c'était un roman feuilleton, c'était dans un journal très populaire, et c'était une stratégie politique de sa part aussi de faire un livre avec, je dis pas, mais voilà, haletant, disons, pour aborder des questions politiques. Qui était très précurseur en plus. Et voilà, qui était précurseur de l'afro. Enfin, bon, voilà, après on trouve mais de montrer voilà aussi c'est un puzzle dans le temps, dans les espaces qu'on aime bien reconstituer avec de la littérature, des essais. Le livre de Brent, il a 20 ans quand même. C'est un livre majeur qui a 20 ans, c'est complètement dingue, et qui parle d'ici. Donc c'est reconstituer notre puzzle d'ici. C'est cette casa qui avait jamais été, les Sœurs Nardal qu'on a publié aussi. Ça fait quelques années qu'on en parle, mais jusqu'ici on en parlait comme c'était super qu'elle réémerge, mais on en parlait comme des passe-plats en fait, des femmes qui avaient leur salon, tout ça c'était bien déjà, première étape. Les femmes oubliées de la négritude, mais on n'avait jamais fait circuler leurs textes. Et alors des gens sont un peu surpris par la forme, ce qu'elles peuvent raconter. Mais voilà, tout ça est aussi quelque chose qui est important pour nous. Mais ça tombe bien parce que je voulais rajouter quelque chose par rapport à cette question-là, notamment le fait d'être une maison d'édition française qui publie pour un public francophone en France. Ça pose aussi la question de savoir à qui on s'adresse finalement quand on lit tous ces livres-là, donc qui sont tous forcément très imprégnés de l'histoire noire, des cultures afro-descendantes, etc. Finalement, le public qui est touché, donc là, c'est pas de votre fait, mais c'est celui qui est touché finalement ou qui est concerné entre guillemets. Est-ce qu'il est atteint aussi? Ou comment est-ce qu'on fait pour toucher ces publics-là? Parce que bon, moi, je parle peut-être aussi en tant que libraire notamment. C'est que forcément, donc ma librairie elle est consacrée aux littératures africaines et diaspora africaine. Et forcément, d'un point de vue statistique, les personnes issues de ces diasporas-là, elles sont moins présentes parce que aussi c'est une librairie, un livre, c'est moins accessible de façon générale. Enfin, c'est pas un objet accessible pour le grand public, quoi, parce que c'est aussi ça demande que ce soit une question de budget, mais aussi d'une éducation. Et forcément, quand on est d'une classe plus populaire, on a moins accès aux objets culturels, quoi. Donc je me dis comment est-ce qu'on fait finalement pour
Alors qu'on est concerné par ces questions-là et qu'on publie ces questions-là, comment est-ce qu'on fait pour... Je commence et tu finis. Déjà, on essaye de faire des livres petits, pas chers. Et un des enjeux aussi, c'est par exemple, pour reparler de Mamadou qui était là hier, il est prof à Columbia, etc. Nous, on lui a demandé de se déplacer aussi dans son écriture pour en faire un objet, un outil que les uns et les autres peuvent utiliser. Et c'est ce qu'on essaie. Il y a voilà, petit, pas cher, qu'on peut mettre dans sa poche derrière, qu'on peut tordre dans tous les sens, qu'on peut faire circuler facilement, acheter à un copain ou à une copine. Enfin voilà, faire et aussi à tout le travail que, en tout cas, on essaye de faire, d'accompagner la sortie de ces livres. On est peut-être qu'on peut parler du décolonial film. Là, tous les jeunes qui sont venus à notre table là récemment, je te laisse enchaîner sur aussi cette idée. En effet, l'idée, nous, on veut qu'ils circulent nos livres. On est en discussion avec des libraires, avec un libraire à Dakar notamment, qui s'appelle Souleymane Plume du Monde. Pour nous, c'est important que tous nos ouvrages soient chez lui. Donc, on est rentré en discussion avec lui grâce à un réseau de libraires aussi. Enfin voilà, on crée des réseaux, on imagine des espaces où ces livres peuvent circuler et être lus. Et moi, la plus belle chose que j'ai une copine qui travaille sur l'histoire de la manufacture de Thiès, enfin voilà. Et un jour, elle arrive dans une des salles de la manufacture et elle voit un des jeunes artisans avec le livre de Paulette Nardal en train de lire Écrire le monde noir en plein milieu de cette tapisserie. Enfin, pour nous, c'était extraordinaire et c'était le chef d'atelier qui lui avait prêté, qui l'avait acheté chez Souleymane. Quand on arrive là, voilà, c'est aussi toute une politique aussi de notre part. L'enjeu, c'est on veut que ça circule, on fait pas juste ça pour faire un geste militant, engagé, on est content, on a fait notre job. On a quand même, il y a des super libraires qui sont là, etc. Mais on veut essayer que ça... Enfin, ça fait partie de notre manière d'investir le champ politique, quoi, notre échelle et notre stratégie. Enfin, en tout cas, voilà. Premier petit exemple. Moi, je voudrais revenir sur cette histoire de tricontinental. Parce qu'à mon avis, c'est la clé de la manière dont on imagine la construction d'un catalogue comme celui-là. C'est-à-dire que le principe de la tricontinentale, c'est la circulation des textes et des luttes d'un endroit à un autre, en prenant en compte la singularité des situations et ce qu'elles ont de commun. C'est les deux en même temps. L'idée fondamentale de la tricontinentale, c'est que la révolution mondiale anticoloniale n'est possible que si on multiplie les foyers. Et si les foyers communiquent les uns avec les autres pour faire un grand incendie. Donc, la question de l'afrodescendance, la question du racisme anti-noir, la question de la colonisation africaine, de l'esclavage, de la déportation des Africaines et des Africains en Amérique, elle est évidemment fondamentale dans l'histoire du capitalisme racial et du colonialisme ces 500 dernières années. Et elle est centrale dans notre catalogue aussi à ce titre-là. Mais elle communique avec d'autres questions et d'autres lieux. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai lu le livre de Gayatri Spivak et Romy Tapar, Le sentiment de l'Inde, la première fois, en sachant que l'Inde, c'est un monde en soi, si on veut, mais c'est aussi un lieu très puissant, culturellement, politiquement, dans l'histoire anticoloniale. Et quand on voit les problématiques qui sont celles de ces deux grandes intellectuelles qui s'interrogent sur ce que c'est que leur pays, le type de questions qu'elles se posent sont des questions qu'on pourrait retrouver presque à l'identique, parfois, dans d'autres contextes, par exemple en Afrique, par exemple en Amérique latine, dans la circulation tricontinentale, justement. Et c'est là que ce qui devient important, c'est non seulement, bien sûr, l'endroit depuis lequel on écrit, l'endroit depuis lequel on lit, l'endroit depuis lequel on lutte, mais aussi d'être en mesure d'entrer dans ces circulations-là, de voir ce que les Kanaks disent de nous et de la banlieue française, de la gestion coloniale des banlieues françaises, de voir ce que la violence policière raciste aux États-Unis dit de notre propre rapport
à l'autorité institutionnelle. Ici, on n'est pas des Américains. Et les flics de Seine-Saint-Denis, c'est pas les flics de Cleveland. Mais il y a des logiques qui sont les mêmes. Il faut être capable de les comprendre pour être capable de les combattre. Donc c'est ces circulations-là, à mon avis, qui sont les plus importantes, et c'est ce qui fait que aussi on essaye de se déplacer et d'aller chercher des textes un peu partout. Voilà. Ouais. Oui, et puis peut-être qu'on peut parler du livre d'Ariela, qui a, là encore, elle a présenté donc La résistance des bijoux, son ouvrage. Il y a deux, enfin, elle est dans un ouvrage collectif, mais elle est venue présenter cet ouvrage collectif dans une librairie à Paris. Et à la fin de la présentation, il y a une jeune femme algérienne, donc pas juive d'Algérie, qui aurait peut-être une histoire équivalente à celle d'Ariela, qui raconte que elle, entre la lecture de son livre, en tant que jeune algérienne, l'a complètement déplacée dans une réflexion sur sa propre histoire algérienne. Enfin, et c'est ça qui était intéressant, parce que évidemment c'est un livre qui a eu un impact aussi très fort sur beaucoup de juifs d'origine algérienne, etc., qui avaient besoin de repenser leur histoire et leur rapport à Israël, à l'Algérie, etc. Mais là, c'est beaucoup aussi de jeunes femmes, c'est souvent des femmes algériennes, qui sont venues, voilà. Et c'est aussi intéressant les déplacements possibles sur des textes situés, mais qui dépassent d'autres gens. Voilà. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on veut systématiquement faire. Et à plein de moments, justement, on a discuté avec des personnes ici, mais on discute à chaque fois, on se rend compte de ça. Et on est heureux que ça marche, à peu près, en tout cas. Je voudrais encore dire encore un truc par rapport à cette question de concerner, se sentir concerné, etc. Non, c'est hyper important. C'est-à-dire que Ariela, justement, mardi soir, elle a dit... On ne pourra pas sortir du problème tant que on n'aura pas compris que la Palestine, c'est notre problème à toutes et à tous. C'est pas le problème des Palestiniens, c'est pas le problème des Arabes, c'est pas le problème des Juifs, c'est pas le problème des... Non, c'est le problème de tout le monde. La tricontinentale, elle dit ça. Elle dit, il y a un seul monde. Il y en a un seul. Il y a plein d'endroits dans ce monde, mais il y en a un seul. On parlait de la question de l'universalisme hier. C'est aussi ça, ce que dit, et ça c'est ce que disait Mamadou mercredi dans une autre présentation à Paris. Ouais. Mamadou, il disait, le but de la lutte anticoloniale dans les années 60, c'était pas la libération du Burkina Faso, c'était pas la libération de l'Indonésie, c'était la libération de l'humanité. Et c'est ça qu'il faut réussir à saisir, tout en étant à un endroit spécifique et singulier. Donc, la question de Gaza, la question du système carcéral raciste américain, la question du Congo, la question de... Bien sûr, la question de toutes ces questions-là sont nos questions, elles nous appartiennent aussi. Et je voudrais juste dire une chose par rapport à ça. En avril dernier, on est allé faire une présentation en Bretagne. La Bretagne qui, évidemment, a une longue histoire coloniale et de colonisés, colons, etc. Bon. Quand on décrit dans une discussion en Bretagne avec un public qui était composé exclusivement de Bretons blancs de cette ville-là, donc, quand on décrit les procédures, les technologies par lesquelles l'État français s'est constitué en tant que ce qu'il est, dans son rapport de pillage et de destruction des mondes africains, des mondes caribéens, des mondes asiatiques. Mais alors les Bretons, ça leur parle tout à fait directement. Le fait de ne pas pouvoir parler la langue de sa propre grand-mère, le fait de ne pas rêver dans la langue de ses ancêtres, le fait de voir que l'espace est pris par un pouvoir extérieur. Et même parler dans la langue du colonisateur, en fait. Absolument. Le fait de son oppresseur. De n'avoir comme seule place que citoyen français, sans autre, ce qui veut dire donc plus vraiment un Breton ou une Bretonne, voilà. Et que ça passe par des choses comme ça aussi en France métropolitaine. La colonisation fonctionne aussi comme vecteur de construction des États. Moi, pardon, je vais parler de ma tante Christine. Salut ma tante. Ma tante, elle habite en Haute-Garonne. Dans son bled,
Donc c'est une ville qui a été prise, disons, donc c'est une ville occitane, et sur chaque bâtiment, il y a les armoiries du comte de Toulouse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le comte de Toulouse, au nom du roi de France, il a dit « cet endroit, c'est la France. Cet endroit, c'est la France ». Partout où il y avait des signes d'une autre identité, il les a détruits, il a mis son signe. C'est ce qu'ont fait les Français à Alger. Ce que je veux dire, c'est que ces histoires-là, elles nous concernent toutes, c'est nos histoires à tous, qu'on soit directement décolonisés, directement des colons, des enfants, des neveux, des nièces, c'est notre histoire à tous et à toutes. Ce qui est intéressant, il y a eu, dans les années 70, il y a eu un recueil qui s'appelait Occitanie 70, un recueil de poètes occitans qui se sentaient concernés par la parole de Fanon et de tous les auteurs de cette période aussi. Qui dans leur... Ouais, c'est un super... Ouais. Donc ça, pour un... Québec. Ok, enfin voilà. Est-ce que c'est vrai qu'on discute entre nous, mais vous êtes... Oui, non. On discute entre nous et en fait on avait oublié que vous étiez là. Est-ce que ça vous dirait de participer à la discussion, de poser des questions, des réflexions? N'hésitez pas, c'est à vous. Bon, est-ce qu'on passe à un micro? Enfin, peut-être qu'il faut se déplacer. Alors peut-être juste avant que des gens partent, s'il y a des gens qui veulent partir pour de la conversation, juste dire que moi je suis là aussi au nom du Politique Social Club, donc, qui est un atelier de pensée critique qui existe à Arles et qui se réunit 2 jeudis par mois à Langerie. Et en fait, on traite de sujets qui sont assez peu traités dans l'espace public ou qui sont mal traités ou traités superficiellement, plutôt sur des questions décoloniales aussi, féministes, etc. Et en gros, on part d'un propos commun, par exemple d'une interview d'une personne, ou bien on fait venir quelqu'un qui a un propos qui nous intéresse, et puis après on en discute collectivement. Et donc le prochain rendez-vous, c'est le 14 novembre, avec un rendez-vous qui s'appelle Fâché et Facho. Et donc c'est sur l'extrême droite en PACA, et montrer que c'est aussi donc on y a marqué la résistible ascension, donc aussi voilà comment lutter contre l'ascension de l'extrême droite en PACA. Et donc ça sera à partir du travail de Félicien Faury, qui est politiste et sociologue et qui a beaucoup travaillé aussi sur les électeurs et les électrices du RN. Voilà, et puis juste dire une dernière chose, c'est qu'au Mas de Granier, le 16 novembre, il y a un rendez-vous sur la Kanaki avec 6 intervenants. Peut-être tu veux venir le présenter. Ok. Ça prend 2 secondes. Pardon, merci. Alors c'est juste pour vous dire que donc le 16 novembre au Mas de Granier à Longomaille sur la route de Cafan, là, il y a une fin d'après-midi soirée autour de la colonisation en Kanaki Nouvelle-Calédonie. Donc il y a 4 militants du MKF, dont le président de l'organisation du mouvement des Kanaks en France, qui seront là. Mina Kerfi, qui est la représentante de l'Union syndicale des travailleurs Kanaks et des exploités, et aussi Isabelle Merle, qui est chercheuse au CNRS et qui est historienne des processus de colonisation dans le Pacifique Sud. C'est un gros moment, il n'y a pas eu beaucoup de moments comme ça à Arles et aux alentours, et l'idée c'est de lever le maximum de fonds pour soutenir les prisonniers politiques emprisonnés dans l'Hexagone. Voilà, merci. Et il y a des slides disponibles à la sortie. Alors nos invités ont un train dans 10 minutes, donc n'hésitez pas. Dans un en tout cas, donc n'hésitez pas à mitrailler les questions maintenant. Voilà. Oui, allez-y. Excusez-moi, donc j'ai venu un cours de manifestation, et moi ce qui m'a de suite assez marqué, c'est en fait le fait de... J'ai été à d'autres ateliers, hein. Et donc, vous avez parlé à travers la traduction, mais en fait, on revient, je casse la glace pour aller très très vite, des résumés très très courts, mais où toute la littérature brode dessus, c'est le droit du sol. Et automatiquement, qui a le pouvoir de l'un sur l'autre?
Donc tout se résume pour moi à ce niveau. Je ne sais pas, on pourrait en débattre pendant des heures, je pense. En 10 minutes. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui. Le droit du sol. Ouais. Tout se résume. C'est pas le droit du sol et puis le pouvoir des uns sur les autres. L'anarchie. La vraie, la noble. L'anarchie, la noble. Ouais, alors j'entends. En tout cas, il est certain que il semble impossible de saisir le monde dans sa complexité politique, économique, sans comprendre l'entremêlement de toutes ces logiques-là depuis la modernité, depuis 500 ans au moins. C'est-à-dire que le colonialisme, le racisme, le capitalisme, l'impérialisme, la question de la propriété privée de la terre et des moyens de survie de l'humanité, etc., toutes ces questions sont liées. Voilà. Et on ne peut pas entrer... Ça, je vais citer Martin Luther King. Ça fait bien, Martin Luther King. Il y a une bannière sur Martin Luther King. Il y a un point où on ne peut pas vaincre l'une sans vaincre toutes les autres. Voilà. Donc on ne peut pas sortir du racisme sans sortir de l'impérialisme, sans sortir, etc., 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 etc. Et oui, et ça commence avec la question des communs, des paysans occitans qui travaillent leur terre en commun et tout d'un coup on leur dit il n'y a pas de commun, il y a un propriétaire et c'est lui. Voilà, ça commence comme ça aussi. Ouais. Oui, et d'ailleurs, oui, tout à fait. Et donc, ouais, dans ce roman, dans ce livre, à propos de la spécificité, de la singularité et des logiques globales, ce roman de Merle Collins, La couleur de l'oubli, qui parle de l'histoire d'une famille de paysans caribéens dans une île fictive, en fait, qui saisit par là l'histoire de la colonisation, l'histoire de l'esclavage, etc. En fait, c'est une histoire qui concerne le rapport terrien de toutes les familles, où qu'on les prenne. Voilà. Donc, par exemple, ce qui était, pour revenir sur la traduction de ce livre, Grégory, lui, il était informé de par l'histoire de sa mère, du vocabulaire spécifique et des formes spécifiques que ça pouvait prendre dans le contexte martiniquais. Moi, quand je lisais ce livre et que je voyais ces paysannes et ces paysans discuter de ceux qui habitent en haut et ceux qui habitent en bas, ceux qui habitent en haut et ceux qui habitent en bas de la montagne. Mais moi, je pensais aux Ariégeois et de l'en-bas. Voilà, où on disait l'en-bas, c'est les gens qui ne sont pas de chez nous. Nous, on est les gens d'en haut. Voilà. Et ce rapport-là au monde, ce rapport-là, cette latéralisation-là, le fait de la retrouver dans ceux qui ont encore des terres qui ne sont pas véritablement des propriétés privées, et ceux qui, en bas, ont tous des terres cadastrées et arrêtées, etc., c'est ce mode de représentation, on va le retrouver voilà, dans des contextes extrêmement différents. Donc, ça peut venir informer, ça aussi, par exemple, une traduction. Vous traduisez à partir de, j'imagine, de l'anglais au moins, et puis j'imagine d'autres langues. Comment vous faites, par exemple, est-ce qu'il y a une manière d'aller chercher des textes, des écritures, des écrits dans des langues pour lesquelles vous n'avez que vous ne connaissez pas du tout? Comment vous allez, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce qu'il y a des manières de faire ça? Des langues? Quoi ce type de langue? Je pose la question de manière générale. Des langues, par exemple, auxquelles, je sais pas, que vous ne maîtrisez pas du tout. Mais il y a 1 million de langues. Enfin, oui, non, mais tu penses à des langues type l'espagnol, le brésilien? Non, justement pas ça. Voilà, oui, non, mais c'est ça que je extrêmement minoritaire. Pardon. C'était ça que je voulais... Oui, ni l'espagnol, ni le... Voilà. C'est très compliqué. Et puis en plus, c'est surtout la question de la circulation des textes, elle part d'abord de la question éditoriale. C'est-à-dire dans quelle langue les livres sont édités. Alors par exemple, en Inde, il y a une édition en 20 langues différentes. Mais à d'autres endroits, c'est pas le cas. Et puis par ailleurs,
Alors là, jusqu'ici, effectivement, de par nos compétences, en fait, on a traduit essentiellement depuis l'anglais, mais il faut bien comprendre là aussi la logique coloniale, c'est qu'en fait, l'anglais est une langue qui est majoritairement parlée par des gens qui sont ni américains ni anglais, par des Africains, par des Caribéens, par des Asiatiques, etc., et qui se sont saisis de cette langue aussi pour parler. Ça, c'est tout un débat postcolonial que tu vas retrouver d'ailleurs dans le livre de Spivak et Tapar. Dans quelle langue écrire? C'est un grand débat de la littérature africaine francophone. Est-ce qu'on écrit en français ou pas? Décoloniser l'esprit de Ngugi. Le moment où Ngugi wa Thiong'o, il décide de plus, lui qui est un grand écrivain africain de langue anglaise, qui dit ok, moi j'écris plus en anglais, j'écris en kikuyu uniquement, c'est la langue de mon peuple. Qu'est-ce que ça produit comme effet? Et puis de l'autre côté, Kateb Yassine, c'est ce que disait Mamadou hier. Kateb Yassine, le français c'est mon butin de guerre. Rabé Malanjara l'a aussi dit, qui est un auteur malgache, on l'oublie souvent, a dit ça dès 59. Voilà, je voulais juste le rappeler parce que j'aime beaucoup Rabé Malanjara, il passe sur les radars. Donc c'est très difficile d'aller chercher des textes qui sont écrits effectivement dans des langues qui ne sont pas des langues impériales, tout simplement. Et puis après il y a toute une question d'économie, hein. C'est-à-dire que la traduction, alors là c'est une discussion pour les assises de la traduction littéraire, ça tombe bien, mais évidemment la traduction ça coûte très cher, et c'est difficile de trouver des gens qui traduisent évidemment certaines langues. C'est plus facile de trouver des gens qui traduisent l'espagnol, le portugais, ou etc., ou l'arabe, ou voilà. Mais c'est déjà, et puis pour nous, pour aller chercher les textes, encore faut-il que les textes ils soient écrits ou traduits dans des langues qu'on est capable plus ou moins de comprendre. Donc voilà, donc ça pose des limitations bien sûr, mais on désespère pas d'aller chercher ailleurs. Et par ailleurs, on a différents projets, un texte écrit en portugais du Brésil, brésilien, un texte écrit en espagnol du Mexique, en mexicain donc, etc., etc. Pour compléter, évoquer l'initiative, enfin le travail de Boubacar Boris Diop au Sénégal, qui écrit en Wolof, qui a créé une maison d'édition pour publier en Wolof et qui se traduit lui-même en français. Voilà, mais donc ça devient un travail de réécriture. C'est le cas aussi de Banaf Shefari Sabadi, qui était avec nous ce matin dans les lectures au phare, qui est iranienne et qui se réécrit elle-même. Donc elle écrit en iranien de la poésie et elle se réécrit elle-même en français. Donc voilà, tout après du côté des traducteurs, et on a eu la chance de côtoyer certains de nos collègues qui sont en particulier spécialisés dans la traduction de l'anglais pidgin. Bon voilà, il y a des traducteurs qui ont... Voilà. Ce qui a d'ailleurs donné lieu à la création d'une petite collection qu'on adore. Tu vas nous donner des références. Mais si tu sais, tu l'as dans ta livre. Tu sais, on le voit énergie. Ah oui, chez Isabelle Sauvage. Voilà, redis. Isabelle Sauvage. Chez Isabelle Sauvage, voilà. Isabelle Sauvage. Voilà. Et en plus, donc, avec la version sonore qui accompagne. Voilà. Et où le poème devient une œuvre d'art. Donc, les formes de traduction, il y en a plein. Il y a la traduction picturale et compagnie. Alors là, je crois qu'il y a le train. Le train qui appelle. Donc, on va juste déjà remercier Aminata. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Les livres sont en vente à la librairie Les Grandes Largeurs qui s'est déplacée.